Romain Gibert. Vous êtes évangéliste de la plateforme de digital learning Tactiléo de la société Mascotte. Vous accompagnez régulièrement des clients qui souhaitent transformer leur formation en les digitalisant. Et vous allez nous parler aujourd'hui de la formation et de la transformation de la formation. Merci Pascal. Alors, plus que de parler de la transformation, je vais surtout essayer de nous projeter dans l'avenir de la formation. Je vais vous proposer un voyage dans le temps. On va essayer d'aller en 2030 pour imaginer comment le digital aura transformé nos apprentissages. Alors, pour l'instant, on est encore en 2017, donc on va y rester un petit peu, et puis après, je vous propose que l'on prenne la DeLorean et qu'on aille ensemble découvrir 2030 et cette transformation qui aura lieu dans nos structures de formation, comme le disait Serge Germain. Aujourd'hui, en 2017, chaque jour, nous consommons avec notre mobile, avec nos objets connectés, avec nos ordinateurs, avec nos tablettes. Nous échangeons avec nos amis, nous informons, nous formons. Peu importe si c'est parfois regrettable, parfois c'est également génial. Ce qui est aujourd'hui un fait, c'est que la transformation digitale, comme le disait Serge Germain juste avant moi, elle a eu lieu. Et donc désormais, il ne s'agit pas de la critiquer ou d'essayer de la remettre en cause, il s'agit surtout de prendre le virage de cette transformation digitale et de penser à nos organisations. Une marche arrière, elle est impossible. La transformation a eu lieu, elle est bien là. Et donc désormais, il va falloir imaginer la suite pour nos organisations. Alors bien que, d'après une étude BPI, on a la moitié des patrons d'entreprise pour qui le digital ne va soi-disant pas transformer leur activité. On reviendra dessus plus tard. J'insistais pour dire que la transformation digitale est un fait. Et évidemment, la formation et l'éducation ne sont pas en reste. Le digital a surtout bouleversé nos apprentissages. Quand je dis qu'il a bouleversé nos apprentissages, il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, on apprend tout le temps, toute la journée, et pas seulement lorsque l'on est en salle de formation ou lorsque l'on est en classe. Tout comme notre consommateur, il achète en ligne, il s'informe en ligne, il écoute de la musique, il regarde des vidéos sur les plateformes de streaming, eh bien il va se former avec son mobile, il va se former en ligne. Par exemple, il va apprendre l'anglais, l'italien, l'espagnol avec des applications comme Babel ou Duolingo. Il va regarder des vidéos sur YouTube pour apprendre à cuisiner ou pour apprendre à se servir de Photoshop. Et puis il va suivre des MOOC par milliers. Je pense notamment au MOOC de Rémi Bachelet sur le management de projet, qui avait été un des premiers MOOC qui avait rassemblé des milliers de personnes. Donc c'est un fait. Le digital a vraiment bouleversé nos apprentissages. Le numérique a amené, en tout cas dans nos usages, de nouvelles pratiques, de nouvelles technologies. Et puis, on constate même que le vocable de notre profession s'est enrichi. On a une vraie frénésie de néologismes et la profusion de concepts nouveaux qui sont tous annoncés révolutionnaires. Alors, peu importe s'ils le sont réellement ou pas, c'est surtout le symptôme qu'il se passe enfin quelque chose dans notre monde quasi ancestral de la formation et de l'éducation. Et puis il y a un paradoxe. Il y a le paradoxe tout simplement parce que si le digital, il a révolutionné nos apprentissages, s'il a révolutionné nos quotidiens, les professionnels de la formation, parfois, ont un petit peu de retard à l'allumage et peinent à s'engager dans cette transformation. Alors je ne généralise pas et on n'est pas tous concernés par ce constat un petit peu délicat. C'est aussi dû à un cadre légal qui est trop flou, trop limitant. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le digital. C'est pour les jeunes, c'est trop cher, ça dégrade la qualité de la formation. Et puis il y a aussi des échecs qui restent en mémoire. Je pense notamment au e-learning. Le e-learning est arrivé dans notre vie autour des années 2000. Et il faut bien dire ce qui est, les premières tentatives n'avaient pas été forcément concluantes. On est encore en 2017. Ce que je vous propose maintenant, c'est on va faire un bond de quelques années en avant et puis on va se projeter en 2030. Donc en 2030, on devrait avoir des apprentissages plus performant, plus moderne. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite. C'est ce que souhaitent tous les professionnels de la formation. Surtout, on aura une formation qui sera au diapason du monde actuel, avec un apprenant au cœur du dispositif. Accenture l'a d'ailleurs prédit dès 2015, à une époque où la technologie est au centre des préoccupations, les véritables leaders se distingueront en plaçant l'humain au cœur de leur stratégie. Eh bien, pour la formation, il en sera de même. On le voit déjà aujourd'hui en 2017 et en 2030, ce sera encore plus marqué. Nous aurons des dispositifs d'apprentissage qui seront fortement centrés sur l'apprenant. En 2017, on a une formation qui reste
très centré sur la tragédie grecque. Je vais reprendre les propos de Jean-Paul Moirot, qui est un expert des mondes virtuels en formation. Donc la tragédie grecque, c'est tout simplement un principe d'unité et de temps. On a un enseignant dans une classe, dans un emploi du temps qui est figé. Et aujourd'hui, en 2030, on a une porosité spatio-temporelle qui est importante. Tout simplement, on se forme partout et on se forme tout le temps. On ne se forme plus essentiellement dans la classe et on ne se forme plus d'ailleurs forcément avec un formateur. Si on se forme partout et si on se forme tout le temps, on se forme également tout de suite. Avec l'omniprésence d'Internet, de notre smartphone, avec les objets connectés qui arrivent de plus en plus dans notre vie quotidienne, eh bien justement cette vie quotidienne, elle est rythmée par des pulsions que l'on peut assouvir grâce au digital. On veut converser avec des amis, désormais on n'a plus besoin de leur envoyer un courrier. On veut chercher un emploi, on n'a plus besoin non plus de se rendre dans une agence Pôle emploi. Si on veut consulter les horaires de transport en commun de notre ville, on ne va pas non plus se rendre au guichet pour aller demander un planning de ces horaires. Même pour rencontrer l'âme sœur, d'ailleurs, on ne va plus en discothèque. Pour toutes ces choses-là, désormais, il y a d'autres solutions, et ces solutions tournent forcément autour du digital. Et pour apprendre, eh bien, on ne se rend plus forcément dans un espace physique qui est dédié à la transmission de ces savoirs. Peu importe l'heure, peu importe le lieu, on ne prévoit plus de se former, ça c'est important, on ne prévoit plus les choses. On s'informe, on se forme, et on apprend surtout tout de suite. Et très souvent, on dit on se forme dès qu'on en a besoin. On parle d'ailleurs de just-in-time learning. Et ce just-in-time learning, il est en quelque sorte une réponse à ce que l'on appelle le skill on demand. Et ce skill on demand, tout simplement, c'est notre marché de l'emploi aujourd'hui est beaucoup basé sur des sociétés qui ont des besoins temporaires de compétences. Et notre marché de l'emploi va être rythmé par ces besoins en compétences. C'est-à-dire que les entreprises ne vont plus rechercher des profils, ne vont plus rechercher avec des fiches de poste, mais vont cibler des compétences. Serge le disait tout à l'heure, dans une vie, on aura 13 métiers. On aura presque 13 vies professionnelles. Eh bien, ces 13 vies professionnelles, il va falloir se former, tout ça. Se former deviendra une nécessité. Et les prévisionnistes estiment que l'on va accorder à peu près 20% de notre temps chaque semaine pour se former. Et on va se former dans un environnement qui va être social, mais paradoxalement avec des apprentissages très individuels. En 2030, nos réseaux professionnels, personnels seront ultra développés. Ce sera d'ailleurs presque perçu comme un signe extérieur de richesse d'avoir un réseau qui sera le plus profond possible. La frontière entre ces réseaux professionnels et ces réseaux personnels va tendre à disparaître. Aujourd'hui, on a une vraie séparation. On a notre Facebook pour notre vie privée et puis on a notre profil LinkedIn pour notre vie professionnelle. On imagine qu'en 2030, cette barrière-là va complètement disparaître. Et toutefois, si notre réseau sera de plus en plus étendu en 2030, on ne se sera jamais autant senti seul derrière nos écrans. La formation, les apprentissages, l'éducation va faire face à un nouveau défi. Ce défi, ça va être d'individualiser les apprentissages pour pouvoir répondre à ce marché de l'emploi du skill on demand, tout en conservant une dynamique sociale. Alors, il y a un certain nombre de réponses qui vont être apportées. La plupart ont d'ailleurs déjà été apportées ou sont en train de l'être. Et je pense notamment à nos activités qui commencent à être traquées, qui commencent à être suivies et qui vont l'être de plus en plus parce que l'on appelle des Learning Record Store. Ces Learning Record Store, ils vont récolter ce que l'on appelle des big data. Et toutes ces données, elles vont être analysées, exploitées par des systèmes d'intelligence artificielle, ou ce que l'on peut aussi appeler des systèmes tutoriels intelligents, pour pouvoir nous proposer une expérience d'apprentissage totalement individuelle. On recevra le contenu que l'on recherche, mais également le contenu qui est estimé être pertinent pour nous. On va pouvoir, par exemple, imaginer chatter avec un chatbot. Finalement, on chattera avec quelqu'un sans savoir si c'est un robot, si c'est un humain. On va également avoir un formateur qui va voir son rôle complètement transformé. Ce ne sera plus un maître sachant, quelqu'un qui transmet du savoir, ce sera réellement un animateur de communauté. L'IA, l'intelligence artificielle, aura désormais en 2030 une place centrale dans nos apprentissages, tout comme elle est en train de le prendre dans nos vies. Et j'imagine demain, en tout cas, le formateur disposer de son assistant personnel, ce que l'on appelle aujourd'hui le système tutoriel intelligent, qui est ce système tutoriel intelligent, donc son assistant personnel va lui permettre d'anticiper, par exemple, les décrochages qui arrivent en formation, en lui proposant des scénarios ayant fait leurs preuves dans des cas similaires, et tout cela grâce au big data.
Et puis il y a un élément, surtout en cette période de Noël, que l'on imagine très bien, c'est tout ce qui est système immersif. De plus en plus, on a une démocratisation des systèmes immersifs. Alors on pense aux casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Eh bien, ces casques-là, tous ces dispositifs sont omniprésents dans notre environnement. Et d'ailleurs, on se formera demain, on commence d'ailleurs à se former, je pense à des initiatives d'entreprises, je crois que c'était EDF qui avait formé sur les compteurs Linky en équipant ses agents de casques de réalité virtuelle pour simuler des environnements d'installation. Eh bien, il faut s'attendre à ce que ça se développe de plus en plus. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Serge Germain, donc de l'école d'emballage. Ils avaient pour projet d'imaginer, de projeter l'étudiant en monde d'entreprise pour qu'il puisse imaginer travailler sur son lieu de travail et pouvoir acquérir les bons gestes et les bonnes compétences. On va donc pouvoir imaginer des dispositifs de formation sans limite et certainement à moindre coût. Par exemple, s'exercer sans risque dans des conditions très proches du réel à l'exécution de nombreuses tâches professionnelles. J'imagine que dès demain, on se formera sur des dispositifs, par exemple, de maintenance d'éoliennes grâce à ces casques de réalité virtuelle. Alors je vais faire une pause avant de conclure, puisque je vois qu'il y a des questions. Le numérique n'est pas forcément accessible à tous, en raison d'un coût. Est-ce qu'il y a une certaine inégalité à l'accès à ces ressources ? Alors, ce qui était vrai dans les années 2000, c'est-à-dire que le numérique n'est pas accessible à tous, commence à se corriger. Aujourd'hui, déployer des systèmes numériques innovants, des systèmes digitaux en formation devient de plus en plus accessible. Ce n'est plus seulement réservé aux grands groupes. N'importe quelle organisation peut désormais digitaliser son activité de formation. Je pense aux applications dont j'ai parlé tout à l'heure pour apprendre les langues. Toutes ces applications sont très souvent gratuites. Aujourd'hui, se doter d'une plateforme d'apprentissage, c'est également moins coûteux qu'auparavant. Donc l'inégalité que l'on pouvait constater il y a une dizaine d'années n'existera plus, il me semble, en 2030. Et justement, si on doit conclure en 2030, nos apprentissages, ils seront centrés autour de l'apprenant, ils seront accessibles et très souvent gratuits, ils seront formels, mais ils seront surtout informels. Constatez-le aujourd'hui, la plupart de nos apprentissages, on les fait en dehors de notre lieu professionnel. On les fait chez nous. Quand j'apprends à cuisiner un plat à la dernière minute, je fais du just-in-time learning et je le fais de manière informelle. C'est-à-dire que ce cours, il n'était pas prévu. Je l'ai organisé moi-même avec les moyens qui sont à ma disposition. Ces apprentissages, ils seront multicanaux. J'apprendrai à l'école, j'apprendrai en entreprise, j'apprendrai dans un organisme de formation, j'apprendrai via des dispositifs digitaux, que ce soit des YouTube, que ce soit des applications, que ce soit la plateforme qui m'est mise à disposition par mon entreprise, ou que ce soit via le casque de réalité virtuelle que l'on aura eu la chance de m'acheter à Noël, par exemple. Et ces apprentissages, ils seront évidemment sociaux. Aujourd'hui, on parle beaucoup de communautés d'apprentissage. Il suffit de voir le phénomène des MOOC qui a lieu en ce moment depuis, on va dire, 2-3 ans. Ce sont des formations qui regroupent des milliers de personnes et pour autant, on suit tous un parcours qui est très individuel. On se sert de ce dont on a besoin. Et enfin, ces apprentissages, ils seront surtout digitaux. D'ailleurs, si cet événement existe aujourd'hui, Digitaline 2017, pour anticiper la formation de demain, c'est avant tout pour parler de ces apprentissages qui seront digitaux et qui commencent à l'être. Alors, je vais m'arrêter puisqu'il y a 2 questions. Alors, effectivement, plusieurs questions qui arrivent via le fil. La première, parmi les usages actuels, quel est celui qui vous paraît le plus innovant ? Alors, sans parler d'innovation, il y a un usage, en tout cas, qui a été développé dans la formation depuis quelques années et qui a marqué en tout cas le monde de la formation, c'est celui des MOOC. J'en ai beaucoup parlé. Je l'ai jamais considéré comme quelque chose d'innovant, puisque finalement, se former en ligne, on pouvait le faire en suivant des vidéos YouTube très facilement et de manière massive. Les MOOC, je le rappelle, Massive Online Open Course. Ces phénomènes-là, il a surtout marqué la formation, il a surtout permis de se rendre compte qu'il se passait enfin quelque chose. Une autre question, comment adresser l'enjeu en amont pour les apprenants, c'est-à-dire développer ses propres compétences, dit autrement apprendre à apprendre ? Comme je le disais en introduction, on passera très certainement en 2030 à peu près 20% de son temps à se former. Et je crois que les plus performants d'entre nous seront pas forcément ceux qui ont le plus de compétences, ceux qui ont le meilleur réseau, ce seront certainement ceux qui ont une compétence à apprendre qui sera la plus développée.
Donc je crois qu'un des prérequis pour se préparer pour cette époque-là, c'est de former, en tout cas nos jeunes écoliers, c'est de former nos salariés sur une compétence qui est celle de la pédagogie, d'apprendre à apprendre. Une question qui pourrait être celle d'un formateur. N'avez-vous pas peur qu'avec le digital, le rôle du formateur soit remis en cause ? Alors cette question, elle revient souvent, et surtout, en effet, c'est une question qui peut être entendue dans la bouche d'un formateur. Alors, est-ce que le rôle du formateur va être remis en cause ? Oui, très certainement, et il a déjà commencé à être remis en cause. Est-ce qu'il va disparaître ? Absolument pas. Je pense que le formateur sera omniprésent. Quand je parlais des moyens que la formation devra consacrer en 2030 pour répondre aux défis auxquels elle va faire face, je parlais d'un formateur omniprésent. On parle aujourd'hui de formation en blended learning, où on a un formateur présent en salle et puis des apprentissages digitaux, notamment à distance. Eh bien, ce formateur, il va surtout être un animateur de communauté et un animateur de ces dispositifs digitaux. Est-ce que le formateur va devenir en quelque sorte une sorte de coach de l'apprentissage, et ce qui va impliquer pour lui peut-être un niveau de spécialisation plus élevé dans les processus d'apprentissage et les sciences cognitives par exemple ? Je pense, oui. En tout cas, il va devoir se spécialiser. Il va devoir lui aussi. Alors, c'est pas facile pour un formateur d'entendre ça, mais il va aussi devoir se former à ce nouvel environnement, en composant avec toutes les technologies déjà nouvelles qui vont arriver, mais surtout avec les pratiques. Je crois que la transformation de la formation en 2030, elle sera surtout sociale avant tout, plutôt que d'être surtout une transformation d'innovation. Romain Gibert, nous vous remercions pour cette intervention. Bonne journée. Merci beaucoup.